Très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, c'est la dernière conférence de ce cycle sur la représentation du pouvoir dans le XIXe siècle. Et je l'ai consacré au pouvoir de la séduction. Donc, je reviendrai dans quelques instants sur les choix que j'ai opérés. Mais je peux également vous annoncer d'ores et déjà que le prochain cycle de conférences a été fixé en accord avec Cathy Pesti, et ce sera la représentation de l'Orient et de l'Extrême-Orient dans le roman du XIXe siècle. Sujet encyclopédique, mais qui est en liaison avec le prochain prix Escapade, organisé par Cathy, qui sera consacré au Japon. Et donc, quand elle m'a parlé de ça, je me suis dit, ben voilà, je tiens mon sujet pour le prochain cycle. Alors, vous pouvez noter éventuellement la première date. Je n'ai pas encore établi le synopsis avec les œuvres, ou plutôt les axes que je traiterai en 5 conférences, comme cette année, mais ça sera le samedi 14 septembre. Et donc vous imaginez bien que l'Orient et l'Extrême-Orient, vous savez qu'au XIXe siècle, l'Orient, ça commence à la Grèce. Hein, dans l'imaginaire et les représentations géographico-fantasmées du XIXe, en Grèce, vous êtes déjà en Orient. Et l'Extrême-Orient, ça va jusqu'au Japon et la Corée. Donc vous voyez, ça embrasse quand même une grande partie du globe terrestre. Alors, le pouvoir de la séduction. J'aurais pu vous donner un exemplier d'environ une petite centaine de pages si je n'avais opéré des choix drastiques. Pourquoi ? Parce que qui dit pouvoir de séduction impliquerait bien entendu la séduction exercée par exemple par l'intellectuel, par le politique, par d'autres figures. Mais comme j'ai déjà pas mal parlé de figures d'autorité dans les conférences précédentes, j'ai réduit et la problématique et le corpus au pouvoir de la séduction amoureuse. Et rien qu'avec cela, croyez-moi, les choix ont été plutôt difficiles. J'ai essayé, comme je le fais depuis déjà pas mal de conférences, de vous rassembler des textes connus, qui appartiennent quand même au patrimoine littéraire le plus courant du XIXe siècle, et d'autres qui sont nettement moins connus, mais pour vous montrer quelles sont les convergences ou les divergences ou les complémentarités. Et je vous ai mis en guise de prologue, alors bon, d'abord une référence bibliographique. Vous imaginez que la bibliographie sur la séduction, elle est considérable. Mais un des ouvrages les plus récents et les plus synthétiques, et parmi les mieux écrits aussi, c'est le livre de Robert Buchenblad, La séduction, une passion française, qui date de 2023, que je vous recommande chaudement. Et ensuite, j'ai fait une petite synthèse sur la notion de séduction, en m'inspirant de travaux qui ont été faits par Michel Laxener, qui a essayé de définir un peu ce qu'on entend par séduction. Notion complexe, notion labile, notion évolutive, et il faut évidemment partir de l'étymologie. Séduction, ça vient de séducere, qui veut dire entraîner hors du chemin, entraîner à l'écart, mais qui conduit assez vite à entraîner vers soi. Donc déjà, vous voyez, ce double mouvement figure dans l'étymologie. Et l'histoire du mot séduction a commencé par être très péjorative. Le grand séducteur, c'est Satan. Le diable est le séducteur par excellence. Donc celui qui vous entraîne hors du droit chemin et qui vous conduit à commettre des fautes et des péchés. Donc au départ, la séduction est un danger
mortel pour l'âme. Et assez vite, le mot de séduction va être plus adapté, ou va concerner plus, évidemment, quand ça dépasse Satan, la séductrice, c'est la femme. Depuis Ève. C'est bien connu. Et entraîner le déshonneur d'une femme, c'est la séduire. Et vous trouvez ça de manière encore marquée dans la langue aujourd'hui. Alors, quand vous regardez séduire dans les définitions successives, vous verrez que séduire une femme, c'est l'avoir amenée sur le chemin de la faute, éventuellement irréparable. Et ce glissement sémantique a fait que la séduction a été assez vite liée à l'être féminin, un être féminin qui sera de manière complémentaire à la fois la cause et, je dirais, la conséquence de l'acte séducteur. Et tout cela va évidemment passer dans la littérature. Enfin, pas seulement dans la littérature, mais va passer dans la littérature. Et à partir de là, le mot séduction va connaître toute une série d'acceptions différentes, mais complémentaires, et avec un champ sémantique extrêmement large qui fait que vous aurez la manipulation, vous aurez la subornation, vous aurez la conquête, vous aurez l'envoûtement, vous aurez le ravissement dans les deux sens du mot ravir, le mensonge, le charme. Tout cela relève je dirais, d'une constellation sémantique qui est liée à la notion de séduction. Ce qui explique la complexité de la notion et le nombre extrêmement élevé de cas de figure littéraires où vous allez avoir des personnages de séducteurs ou de séductrices et des agissements séducteurs. Ce n'est pas du tout spécifique à la littérature du XIXe siècle. Les séducteurs, vous en avez 13 à la douzaine dans la littérature avant le XIXe, mais ce que je connais un peu moins mal que le reste, c'est la littérature du XIXe, c'est donc là-dessus que je me concentre. Donc, vous pourrez lire le développement un peu plus à loisir, et je commence par une première série que j'ai intitulée « Quelques séducteurs de haut vol ou de moins haut ». Vous corrigerez une coquille que j'ai laissée échapper, c'est la citation de Kierkegaard, c'est pas Kierkegaard, c'est Kierkegaard, c'est un K à la place du G devant le E. Avec ces noms danois, on ne sait jamais comment ça s'écrit. Tiré d'un ouvrage très très important, qui est le Journal d'un séducteur, de 1843, et vous avez une des revendications possibles du séducteur au XIXe siècle. Aimer une seule est trop peu, aimer tout est une légèreté de caractère superficiel, mais se connaître soi-même et en aimer un aussi grand nombre que possible, enfermer dans son âme toutes les puissances de l'amour de manière que chacune d'elles reçoive son aliment approprié, en même temps que la conscience englobe le tout, voilà la jouissance, voilà qui est vivre. Donc, qu'est-ce que c'est que l'art de la séduction et surtout qu'apporte la séduction à la vie de l'individu. Bon, commençons par une scène extrêmement connue qui est la séduction de Madame de Rênal par Julien Sorel dans Le Rouge et Noir. Donc, vous vous souvenez de l'enjeu et du moment du roman, le jeune Julien Sorel, devenu précepteur des enfants de Monsieur et Madame de Rênal au début du roman, se donne un programme de conquête napoléonien, puisque sa grande figure de référence, c'est Napoléon. Alors, comme évidemment, nous sommes avant 1830, et donc après Waterloo, on ne peut plus partir à la conquête du monde, mais on va partir à la conquête des femmes. C'est à la fois plus proche, mais peut-être tout aussi difficile. Et donc, il se donne comme projet de séduire Madame de Rênal, pour se prouver à lui-même qu'il a cette énergie, qu'il a cette capacité, et il se pose la question de savoir mais comment je vais faire.
Et donc, je vous ai mis en gras la déclaration brutale, impérative, péremptoire, que Julien adresse à Madame de Rênal. Alors, Julien a même pas une vingtaine d'années. Madame de Rênal est une femme de plus de 30 ans. Très important dans le roman du 19e siècle. Hein, je vous une parenthèse, la femme de 30 ans dans le roman du 19e, si elle n'est pas heureuse en ménage, et en littérature elles sont rarement heureuses en ménage, c'est la petite fenêtre d'opportunité pour enfin vivre l'amour. C'est mort à 35. Donc, c'est là que le jeune amant peut trouver l'occasion de triompher. Vous êtes dans un cas type qui a été développé à outrance par Balzac dans la Comédie humaine. Madame, cette nuit à 2h, j'irai dans votre chambre, je dois vous dire quelque chose. Julien tremblait que sa demande ne fût accordée. Son rôle de séducteur, regarde, vous voyez bien l'expression, son rôle de séducteur, il se campe en séducteur, il adopte la posture du séducteur, lui pesait si horriblement que s'il eût pu suivre son penchant, il se fut retiré dans sa chambre pour plusieurs jours et n'eût plus vu ses dames. Mais il ne peut plus se dédire, sinon ce sera une honte mortelle. Donc le rendez-vous est fixé par lui, il doit l'honorer. Et vous voyez, vous allez avoir une suite de débats intérieurs. Il monte dans la chambre. Il ouvrit la porte d'une main tremblante en faisant un bruit effroyable. Il y avait de la lumière, une veilleuse brûlait sous la cheminée, il ne s'attendait pas à ce nouveau malheur. En le voyant entrer, Madame de Rênal se jeta vivement hors de son lit. Malheureux, s'écria-t-elle, il y eut un peu de désordre. Julien oublia ses 20 projets et revint à son rôle naturel. Ne pas plaire à une femme si charmante lui parut le plus grand des malheurs. Il ne s'agit plus de séduire et de conquérir, il s'agit de plaire. Différence importante. Il ne répondit à ses reproches qu'en se jetant à ses pieds, en embrassant ses genoux. Alors non, comme conquérant, on fait mieux. Mais c'est ça qui va lui apporter la victoire. Comme elle lui parlait avec une extrême dureté, il fondit en larmes. Et là, vous avez cette transition, cette absence, cette ellipse temporelle dans l'action qui est absolument géniale chez Stendhal. Quelques heures après, quand Julien sortit de la chambre de Madame de Rênal, on eût pu dire en style de roman qu'il n'avait plus rien à désirer. Il est entré dans la place, entendez, il est entré dans le lit, et Madame de Rênal est à lui. C'est tout à fait subtilement agencé. Je vous une petite parenthèse. Dans une édition du Rouge et le Noir, qui était paru en livre de poche, c'est André Malraux qui avait fait la préface, et en disant « Dans le Rouge et le Noir, il ne nous manque qu'une chose. Que se passe-t-il vraiment entre le paragraphe qui se termine par « Il fondit en larmes » et celui qui commence par « Il n'avait plus rien à désirer ». C'est évidemment ironique de sa part, car en réalité, c'est très facile à imaginer. Donc voilà pour le séducteur stendhalien. Alors le séducteur stendhalien, il se trouve toujours au fond pris entre deux impératifs. Celui d'être vraiment le conquérant, mais un conquérant qui doit en même temps plaire. D'où des attitudes, d'où des stratégies différentes, et qui vont se trouver, non pas compromises, mais qui vont se trouver modifiées par le sentiment amoureux. Et vous aurez ça dans Lucien Levesque, vous aurez ça dans La Chartreuse de Parme. Deuxième cas de figure, un héros balzacien, Henri de Marsay, dans La Fille aux yeux d'or. Alors, je vous ai mis un petit résumé de l'intrigue, peut-être que le roman vous est un peu moins familier que Le Rouge et le Noir. Alors, le comte Henri de Marsay, dans la Comédie humaine, est un personnage extrêmement important, parce qu'il est celui qui va devenir le chef de la bande des 13. Alors qu'est-ce que c'est que la bande des 13 chez Balzac? Comme son nom l'indique, c'est une association de 13 membres qui se donne comme projet de prendre le pouvoir. Nous sommes à la fin de la Restauration, et dans la Comédie humaine, Balzac vous dit que ceux qui ont renversé Charles X et qui ont
mis Louis-Philippe sur le trône, c'est les 13. Hein, comment la fiction vient en quelque sorte expliquer, entre guillemets, le cours de l'histoire. Et Henri de Marsay devient le premier ministre du premier gouvernement de la monarchie de Juillet, où il va évidemment placer ses amis, qui vont occuper des postes ministériels. On faisait ça au XIXe siècle. Uniquement au XIXe siècle. Et en particulier, Rastignac va rentrer au gouvernement. Donc voilà, il est également un type du dandy balsacien. Alors le dandy balsacien, j'insiste là-dessus, ça n'est pas quelqu'un qui est uniquement préoccupé de la mode. L'attitude du dandy est une attitude de supériorité par rapport au reste de l'humanité commune. Par votre élégance vestimentaire, vous signalez votre élévation morale, ou plutôt immorale, et intellectuelle. Vous renvoyez aux autres l'image superbe de quelqu'un qui maîtrise tous les codes du comportement, du vêtement, de l'attitude, de la pose, des gestes, etc. Donc les dandys ne sont pas dans la futilité, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ils sont dans une action. Rastignac est un dandy. Lucien de Rubempré deviendra un dandy. Maxime de Trailles, le plus dangereux de la bande des 13, le flibustier à gants jaunes, comme l'appelle Balzac, est un dandy. Donc, Henri de Marsay va être bouleversé par la figure orientale de Paquita, qui est la fille aux yeux d'or, c'est son surnom, et il va tout faire pour la séduire. Mais il se trouve que Paquita est en réalité sous la domination de la marquise de Saint-Réal, qui en a fait son amante. C'est un des premiers couples lesbiens de la littérature du XIXe siècle. Il y en a avant, hein. Au XIXe siècle, c'est un des premiers. Et donc, Henri de Marsay va faire à peu près tout ce qu'il doit faire, tout ce qu'il peut faire pour conquérir Paquita. Il va être fou de jalousie, il va tenter de la tuer. Il va organiser une dernière embuscade chez la marquise de Saint-Réal pour enlever Paquita. Et Paquita sera tuée par Madame de Rênal dans une scène absolument mélodramatique. Madame de Saint-Réal finira dans un couvent. Donc là, vous avez vraiment un roman dont la fin est une sorte de fin frénétique, type de roman des années 1830. Mais ce que je vous ai mis, ce n'est pas ces scènes-là, je vous ai mis le portrait d'un séducteur balsacien. C'est ce que vous avez par la suite. Donc, quoi qu'il eût 22 ans accomplis, il paraissait en avoir à peine 17. Généralement, les plus difficiles de ses rivaux le regardaient comme le plus joli garçon de Paris. De son père, Lord Dudley, il avait pris les yeux bleus les plus amoureusement décevants. De sa mère, les cheveux noirs les plus touffus. De tous deux, un sang pur, une peau de jeune fille, un air doux et modeste, une taille fine et aristocratique, de fort belles mains. Pour une femme, le voir, c'était en être folle. Vous savez, concevoir un de ces désirs qui mordent le cœur, mais qui s'oublie par impossibilité de le satisfaire parce que la femme est vulgairement à Paris sans ténacité. Peu d'entre elles se disent, à la manière des hommes, le « je maintiendrai » de la maison d'Orange. Donc, c'est une figure irrésistible. Et à la page suivante, vous avez le bémol qui vient en quelque sorte ternir cette image quasi solaire de cet Apollon des boulevards de Paris. Hélas, toutes ces belles qualités, ces jolis défauts, étaient ternis par un épouvantable vice. Il ne croyait ni aux hommes, ni aux femmes, ni à Dieu, ni au diable. La capricieuse nature avait commencé à le douer, un prêtre l'avait achevé. Telle était l'histoire de ce jeune homme qui, vers le milieu du mois d'avril 1815, parcourait nonchalamment la grande allée des Tuileries, à la manière de tous les animaux qui, connaissant leur force, marchent dans leur paix et leur majesté.
Les bourgeoises se retournaient tout naïvement pour le revoir. Les femmes ne se retournaient point. Elles l'attendaient au retour et gravaient dans leur mémoire, pour s'en souvenir à propos, cette suave figure qui n'eût pas déparé le corps de la plus belle d'entre elles. Voilà un magnifique séducteur d'Alsacien. Il y en a des tas d'autres, mais celui-là, il est un petit peu l'archétype. Petite parenthèse, les grands jeunes hommes séducteurs chez Balzac sont très souvent comparés par la finesse de leurs traits, par la configuration de leur corps, sont comparés à des femmes. C'est le cas de Lucien de Rubempré. Alors, ce qui, dans d'autres configurations, comme par exemple avec Lucien de Rubempré, fera qu'il sera un attrait pour des homosexuels, ce qui est le cas de Vautrin, qui va devenir le maître dominateur de Lucien de Rubempré dès la fin d'Illusions perdues et tout au long de Splendeur et misère des courtisans. Troisième cas de figure, là on va redescendre de plusieurs degrés, là on n'est plus dans le haut vol, là on va être vraiment dans la médiocrité triomphante, qui est celle de Rodolphe dans Madame Bovary. Donc, vous vous souvenez sans doute de la scène, Rodolphe vient voir le docteur Bovary à Yonville pour faire soigner son valet, pour lui faire une saignée tout simplement. Et là, il aperçoit Madame Bovary. Donc, il est immédiatement attiré par Emma Bovary, et très très vite va naître en lui l'idée de la faire céder. Elle est fort gentille, se disait-il. Elle est fort gentille, cette femme de médecin. De belles dents, les yeux noirs, le pied coquet, et de la tournure comme une Parisienne. D'où diable sort-elle? Où donc l'a-t-il trouvé, ce gros garçon-là? Monsieur Rodolphe Boulanger avait 34 ans. Il était de tempérament brutal et d'intelligence perspicace, ayant d'ailleurs beaucoup fréquenté les femmes et s'y connaissant bien. Celle-là lui avait paru jolie, il y rêvait donc, et à son mari. Je la crois très bête, elle en est fatiguée sans doute, il porte des ongles sales et une barbe de 3 jours, tandis qu'il trottine assez malade, elle reste à ravauder des chaussettes, et on s'ennuie, on voudrait habiter la ville, danser la polka tous les soirs. Pauvre petite femme, ça bâille après l'amour, comme une carpe après l'eau sur une table de cuisine. Avec 3 mots de galanterie, cela vous adorerait, j'en suis sûr. Ce serait tendre, charmant, ouais, mais comment s'en débarrasser ensuite? Alors, les encombrements du plaisir, entrevus en perspective, le firent par contraste songer à sa maîtresse, donc la maîtresse du moment. C'était une comédienne de Rouen qui l'entretenait. Et quand il se fut arrêté sur cette image dont il avait en souvenir même des rassasiements, ah, Madame Bovary, pensa-t-il, est bien plus jolie qu'elle, plus fraîche surtout. Virginie, décidément, commence à devenir trop grosse. Elle est si fastidieuse avec ses joies. Et d'ailleurs, quelle manie de salicoque. Je crois que ça veut dire des langoustines. La campagne était déserte, et Rodolphe n'entendait autour de lui que le battement régulier des herbes qui fouettaient sa chaussure, avec le cri des grillons tapis au loin sous les avoines. Il revoyait Emma dans la salle, habillée comme il l'avait vu, et il la déshabillait. « Oh, je l'aurai !» s'écria-t-il en écrasant d'un coup de bâton une motte de terre devant lui. Et aussitôt, il examina la partie politique de l'entreprise. Il se demandait où se rencontrer. Par quels moyens? On aura continuellement le marmot sur les épaules, et la bonne, les voisins, le mari, toutes sortes de tracasseries considérables. Ah bah, dit-il, on y perd trop de temps. Puis il recommença. C'est qu'elle a des yeux qui vous entrent au cœur comme des vrilles, et ce teint pâle, moi qui adore les femmes pâles. Haut de la côte d'Argueil, sa résolution a été prise. Il n'y a plus qu'à chercher les occasions. Eh bien, j'y passerai quelquefois, je leur enverrai du gibier, de la volaille, je me ferai saigner s'il le faut. Nous deviendrons amis, je les inviterai chez moi. Ah, parbleu, ajouta-t-il, voilà les comices bientôt. Elle y sera, je la verrai. Nous commencerons, et hardiment, car c'est le plus sûr. Et, dans la suite du roman, lors de la scène des comices agricoles,
effectivement, Rodolphe va lui faire lui sortir le grand jeu, va la séduire, dans une scène qui est irrésistiblement comique, puisque vous avez le discours de séduction que tient Rodolphe à Emma, qui est intégralement constitué de clichés empruntés à la littérature romanesque, et en alternance, vous avez les proclamations des différents prix agricoles qui sont distribués lors des comices. Et par exemple, vous allez avoir Rodolphe qui dit « Ah, l'amour, c'est quand même quelque chose qui... » Et puis vous entendez « Pour les fumiers, le prix est accordé à... » Donc là, vous avez cette destruction du discours amoureux stéréotypé par le discours officiel des comices agricoles. Donc là, on est dans la dévalorisation totale, mais parce que Rodolphe est évidemment présenté par Flaubert comme étant le type même du séducteur de bas étage. Si j'osais, nous sommes à Vernon, je dirais du séducteur de province. Nouveau cas de figure, Bellamy, dans le roman de Maupassant, qui est, au fond, qui est un héritier littéraire du héros balsacien, mais d'un héros balsacien au petit pied. Autrement dit, avec des ambitions, certes très fortes, mais un cynisme qui est un cynisme de bas étage. Il n'a pas la hauteur de vue, il n'a pas la grande vision du héros balsacien. Donc, il rentre d'Algérie, il trouve un emploi minable à la Compagnie des chemins de fer du Nord, et il tombe un jour sur un ami, Charles Forestier, qui, étant rédacteur d'un journal, va le faire entrer comme journaliste. Alors là aussi, c'est un cliché du XIXe siècle, à l'époque de Maupassant, hein, c'est celui qui peut rentrer dans le cercle du journalisme. Qui dit cercle du journalisme dit milieu particulier, relations, trafic d'influence, etc. etc. Hein. Le journalisme est considéré comme un marchepied social dans le roman du XIXe siècle. C'est d'ailleurs aussi un marchepied social dans la réalité de l'époque. Et il va devenir rédacteur d'articles, et il va se faire aider par la femme de Georges Forestier, Madeleine Forestier, et il va commencer à séduire à peu près toutes les femmes. Mais avec un objectif. Non pas simplement être le prédateur des femmes pour satisfaire ses besoins immédiats, mais pour gravir un à un les échelons qui vont l'amener à une position de pouvoir. Et là, vous avez le modèle balsacien. Hein, chez Balzac, les femmes servent de marchepied au jeune homme pour se lancer à la conquête de la société. Ce sont les femmes qui les initient aux codes sociaux. C'est exactement ce qui se passe avec Madeleine Forestier, avec Georges Duroy, qui changera son nom d'ailleurs. Il se fera appeler Duroy, D-U, plus loin, R-O-Y, pour montrer qu'il a changé de statut. Donc, il va épouser Madeleine Forestier. Dieu merci, son mari est mort. Et il va se partager entre son épouse légitime, entre une maîtresse, Clotilde de Marelle, et Madame Walter, qui est la femme du propriétaire du journal. Donc vous voyez, il obéit vraiment à une stratégie qui va combiner le plaisir et l'utilité. Et il va obtenir le divorce de Madeleine. Nous sommes à une époque où le divorce vient d'être rétabli. C'est pour ça que Maupassant écrit beaucoup d'histoires dans lesquelles le divorce apparaît, parce que c'est une nouveauté, 1884. Et il va séduire la fille de Madame Walter, qui s'appelle Suzanne, là, au sens que je vous disais tout à l'heure, conduire la pauvre fille sur les mauvais chemins. Comme ça, il obtient ce qu'il veut, le mariage, qui va se faire, ironiquement, à l'église de la Madeleine. C'est-à-dire le haut lieu des mariages mondains,
hein, avec Saint-Philippe du Roule au XIXe siècle. Les mariages mondains, c'est soit à la Madeleine, soit à Saint-Philippe du Roule. Et donc ça y est, c'est l'ascension sociale. Et la dernière scène, c'est lorsqu'il redescend les marches de l'église de la Madeleine, et il y a une femme qui est une de ses maîtresses, qui lui serre la main de manière très, très douce, et qui lui dit « à bientôt ». Donc, je vous ai mis une scène un peu longue, hein, et vous allez pouvoir comparer ça avec, par exemple, Julien Sorel, dans le premier texte que nous avons lu. Hein, je passe tout de suite à ce passage-là. Donc, il a invité Clotilde de Marelle au restaurant, dans un cabinet particulier, on faisait beaucoup à l'époque, et il raccompagne Clotilde chez elle, et elle dit alors voulez-vous que je vous reconduise à votre porte? Mais certainement, je suis incapable de retrouver mon adresse, vu qu'elle a un peu trop bu. Et il se retrouve avec elle dans un fiacre. Alors le fiacre est un grand lieu érotique, hein, au XIXe siècle. Pensez à la scène du fiacre dans Madame Bovary, hein, où Léon et Emma rentrent en fiacre depuis la cathédrale de Rouen, et le cocher ne sait pas où aller, mais où dois-je aller? Allez, continuez. Le fiacre ballotte beaucoup. Bon, on imagine très bien ce qui s'y passe. C'est une scène classique du roman du XIXe siècle. Mais déjà dans le roman du XIXe siècle, du XVIIIe siècle, le fiacre offrait des commodités. Et donc, il la sent très proche de lui, et si j'osais, que ferait-elle? Pensait-il. Et le souvenir de toutes les polissonneries chuchotées pendant le dîner l'enhardissait. Mais la peur du scandale le retenait en même temps. Elle ne disait rien non plus, immobile, enfoncée dans son coin. Il eût pensé qu'elle dormait, s'il n'avait vu briller ses yeux chaque fois qu'un rayon de lumière pénétrait dans la voiture. Que pensait-elle? Il sentait bien qu'il ne fallait point parler, qu'un mot, un seul mot, rompant le silence, emporterait ses chances. Mais l'audace lui manquait. L'audace de l'action brusque et brutale. Tout à coup, il sentit remuer son pied. Le rôle du pied dans les scènes d'amour du XIXe siècle est absolument majeur. Elle avait fait un mouvement sec, nerveux, d'impatience ou d'appel, peut-être. Ce geste presque insensible lui fit courir de la tête aux pieds un grand frisson sur la peau, et se tournant vivement, il se jeta sur elle, cherchant la bouche avec ses lèvres et la chair nue avec ses mains. Elle jeta un cri, un petit cri, voulut se dresser, se débattre, le repousser, puis elle céda, comme si la force lui eût manqué pour résister plus longtemps. Imaginez ce que MeToo nous dirait à propos de celle-ci. Je passe. Elle sortit enfin du fiacre en trébuchant et sans prononcer une parole. Il sonna, et comme la porte s'ouvrait, il demanda en tremblant « Quand vous reverrai-je » Elle murmura si bas qu'il entendit à peine « Venez déjeuner avec moi demain ». Et elle disparut dans l'ombre du vestibule en repoussant le lourd battant qui fit un bruit de coup de canon. Il en tenait une, enfin, une femme mariée, une femme du monde, du vrai monde, du monde parisien, comme ça avait été facile et inattendu. Il s'était imaginé jusque-là que pour aborder et conquérir une de ces créatures tant désirées, il fallait des soins infinis, des attentes interminables, un siège habile fait de galanterie, de paroles d'amour, de soupirs et de cadeaux. Et voilà que tout d'un coup, à la moindre attaque, la première qu'il rencontrait s'abandonnait à lui, si vite qu'il en demeurait stupéfait. Bien. Donc, voilà pour quelques figures de séducteurs. Passons maintenant aux séductrices. Car enfin, il n'y a pas que les hommes. Et là, je vous ai mis le même titre, quelques séductrices de haut vol ou de moins haut. Et là, je commence à aborder quelques textes que peut-être vous n'avez pas eu l'occasion de lire. Agathe et Cécile, d'Alphonse Karr, de 1853, où là, vous allez avoir une sorte de leçon qui est donnée par une femme mariée
à une jeune fille pour savoir comment elle peut se faire épouser. Quelle est la stratégie à mettre en œuvre? C'est évidemment extrêmement important au XIXe siècle. Comment séduire un homme? D'abord séduire l'homme qui convient. Position sociale, fortune, âge à peu près correct, pas plus de 20 à 30 ans de différence quand même. Au-delà, ça serait suspect, etc. Donc que lui dit-elle? Il faut inquiéter les hommes, les irriter même, mais il ne faut pas les humilier. Faites ce que vous voulez du cœur d'un homme, percez-le de 1000 traits, écorchez-le, broyez-le. Il ne vous en aimera pas moins pour cela. Mais ne touchez pas à sa vanité, ne blessez pas son orgueil. Si vous le faites, il vous échappera. Êtes-vous bien sûr de vous-même? Page suivante. Vous prenez le mariage en personne raisonnable. Un beau nom et une belle fortune peuvent seuls assurer à une femme une position honorable dans le monde. Que votre mari ait le nez plus ou moins effilé, les yeux bleus ou noirs, cela ne change rien du tout à votre position. Vous avez donc raison de dire que le mariage avec Henri vous convient mieux. Eh bien alors, il ne faut pas le faire manquer. Il faut craindre que le goût que vous avez pour Émile ne vous entraîne à outrer le quelque peu de coquetterie que vous croyez nécessaire pour tenir Henri en haleine. Ne vous y trompez pas. Vous parlez à l'imagination d'Henri. Vous avez un brillant de beauté qui le séduit, mais il a aimé Marguerite, la fille de Rodolphe. Marguerite est plus belle que vous. Vous froncez le sourcil, c'est un enfantillage. Vous êtes une fille intelligente. Il faut voir les choses comme elles sont. Un général qui ne s'informerait pas rigoureusement du nombre de ses soldats se ferait battre, honteusement, à la première occasion. Il faut savoir juste ce qu'on a de beauté. Si vous exagérez vos avantages, vous vous ferez battre. Si au contraire, vous appréciez les choses comme elles sont, vous suppléerez à ce que vous pouvez avoir de moins par l'adresse et l'esprit. Marguerite est plus belle que vous, mais vous avez beaucoup de chances de plaire plus qu'elle au plus grand nombre des hommes. Passez à la fin. Hâtez-vous donc. Ne jouez pas trop avec Henri, parce que Marguerite est là, et qu'il ne faut qu'un moment de mauvaise humeur ou d'admiration, ou encore le retour de Rodolphe, pour que notre jeune homme nous échappe. Engagez-le par un bon serment et par un gros devoir. Ni lui ni Rodolphe n'auront rien à y poser. Qu'il croit son honneur intéressé à vous épouser, et il vous épousera. Son oncle lui-même lui en ferait au besoin une loi. Voilà, la leçon est très très claire. L'art de la séduction, il faut pouvoir ferrer le poisson, et une fois que le poisson est ferré, il sera dans la nasse. Vous êtes là dans un type de discours que vous trouvez assez fréquemment dans le roman du XIXe siècle. Nous en trouverons un autre un peu plus tard, chez Zola, mais qui est, je dirais, tout à fait conforme à ce que peut être la condition féminine du XIXe siècle. Puisque pour les femmes, le mariage est la destinée programmée. Pour que le mariage leur soit le plus profitable possible, il faut mettre toutes les armes de son côté. C'est exactement ce que dit cette dame à cette jeune fille. Autre exemple, là encore d'un roman qui peut-être vous est, si j'ose le penser, moins connu encore qu'Agathe et Cécile, qui est un roman alors, qui a été écrit à 8 mains, entre Delphine de Girardin, Théophile Gautier, Jules Sandeau et Joseph Méry. Alors, Delphine de Girardin, vous savez sans doute de qui il s'agit, c'est la fille d'une romancière du début du XIXe siècle et une salonnière de grand renom et de grande intelligence qui s'appelait Sophie Gay, G-A-Y. Donc elle est Delphine Gay, connue, elle connaît tout le monde, hein, parce que sa mère recevait tout le monde, tout le Paris littéraire, le Paris mondain, etc. Et elle va épouser Émile de Girardin, patron de presse, qui a fondé la presse à bon marché en 1836, grâce à deux innovations
appelle à la publicité et appelle aux romanciers pour écrire des romans feuilletons. Ce qui fait qu'il va pouvoir vendre des journaux bien meilleur marché, avec des tirages beaucoup plus importants, ce qui va révolutionner en grande partie l'écriture du roman après 1836, puisque tous les journaux, se voyant mortellement concurrencés par le journal qui s'appelle La Presse de Girardin, vont faire de même, vont devoir baisser leur prix, vont faire appel à la publicité et vont faire appel à des romanciers qui vont donner des feuilletons. Balzac, Alexandre Dumas, Frédéric Soulier et tant d'autres, et Jensen. Donc voilà qui est Delphine de Girardin, un personnage tout à fait considérable, installé au cœur du Paris intellectuel, artistique, littéraire et mondain du XIXe siècle. En tout cas, des années de la fin de la Restauration et de la monarchie de Juillet. Et donc elle connaît tout le monde, voilà pourquoi elle peut écrire avec des amis. Elle se donne un peu des défis littéraires comme ça. Tiens, si on se mettait ensemble et si on écrivait un roman. Quand c'est pas un roman, on écrit une pièce de théâtre. Je crois vous avoir déjà raconté cette petite anecdote qu'on ne prête qu'au riche. Est-elle vraie ou pas, j'en sais rien. Mais elle est très drôle. Alexandre Dumas réunit des amis et leur dit, écoutez, j'ai une pièce à écrire, je suis très très en retard. En fait, j'en ai pas écrit le premier mot. Est-ce que vous voulez m'aider? Et comme ça, on pourra remettre le manuscrit demain. Nous sommes 5, on fait chacun un acte. Très bien, alors un des amis dit, bon d'accord, mais quel est le sujet? Oh, alors, s'il faut s'occuper du sujet, on n'aura jamais fini. Donc voilà cet extrait de La Croix de Berny de 1845, qui est un roman par lettres. Et vous avez donc un ami qui écrit à un autre pour le mettre en garde contre les dangers de la séduction des femmes. Donc il se trouve à la campagne, et il a vu une fraîche jeune fille dans ce petit village. Il loge dans la maison. À la campagne, toute jeune femme plus ou moins disponible doit ravager tous les jeunes gens de votre âge qui graviteront autour comme des satellites. Il y a des femmes qui se plaisent à jouer ce jeu. C'est fort amusant d'abord, à la première partie, comme toute espèce de jeu. On commence avec des sourires, mais la revanche se termine avec des pleurs ou avec du sang. Je passe au passage suivant en gras. Une jeune et jolie femme est toujours dangereuse. Lorsqu'elle vient inaugurer la divinité de ses grâces dans un château isolé, entre deux jeunes gens vifs et disposés à toute heure, à tout aimer. Je vois d'ici le manège de la belle inconnue. Elle vous prodigue à tous deux des sourires innocents, elle vous partage à contingent égal ses adorables coquetteries, elle vous aborde pour vous éblouir, elle vous quitte pour se faire regretter, elle vous enlace dans les prestiges de sa fascination rayonnante, elle marche pour séduire vos yeux, elle parle pour charmer votre esprit, elle chante pour anéantir votre raison. Oubliez-vous un instant, mon jeune ami, sur cette pente de velours et de fleurs, et vous verrez ce que la limite de votre doux sillon vous réserve. Enivrez-vous à ce festin de paroles d'or, de parfums, de satin, de rayons de sourire, et envoyez-moi le bulletin de votre âme à votre réveil. Aujourd'hui, vous êtes encore l'ennemi d'Edgar, malgré les légères escarmouches d'esprit. Les hostilités viendront, n'en doutez pas. L'amitié est un sentiment trop faible pour lutter contre l'amour. Les ouragans des tropiques n'ont pas la violence de cette passion. Je le sais, parce que je le sens. Il y a aussi dans le monde une autre femme, sirène et Circé à la fois, qui a passé à travers ma vie, vous le savez. Si j'avais réuni dans ma maison autant d'amis que Socrate en désirait pour la sienne, et que ses amis devinssent un jour mes rivaux, je sens que ma jalousie incendierait ma maison, et que j'y périrais avec délice, s'ils périssaient tous devant moi. Autre type de séductrice, le type de la coquette. Alors, la coquette, elle est évidemment, dans la littérature du 19e, elle est l'héritière de l'archétype de la coquette qui est Célimène dans le Misanthrope de Molière. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une coquette dans le théâtre, mais aussi dans le roman du XVIIe
siècle. C'est une femme qui exerce un pouvoir de séduction irrésistible sur tous les hommes qui gravitent autour d'elle, mais qui ne se donne à aucun, qui sait se refuser avec grâce, qui parfois fait entendre à un tel qu'il est le préféré, et fait entendre à autre tel qu'il est lui aussi le préféré, pour les maintenir dans une sorte d'équilibre plus ou moins instable, et elle règne sur tous les hommes. D'où la question de savoir est-ce que Célimène est véritablement amoureuse d'Alceste, d'un misanthrope. Il y a des débats infinis là-dessus. Alors Balzac va reprendre ce type et va l'incarner dans La Duchesse de Langeais. Donc la Duchesse de Langeais, qui paraît en 1934 sous un titre différent qui est « Ne touchez pas la hache ». Et la Duchesse de Langeais fait partie de la trilogie de l'Histoire des 13, parce que vous retrouvez des personnages de la bande des 13 que vous avez dans La Fille aux yeux d'or. La trilogie des 13, c'est Ferragus, la Duchesse de Langeais et la Fille aux yeux d'or. Ferragus, c'est le premier chef de la bande des 13. La Duchesse de Langeais avait reçu de la nature les qualités nécessaires pour jouer les rôles de coquette, et son éducation les avait encore perfectionnées. Les femmes avaient raison de l'envier, et les hommes de l'aimer. Il ne lui manquait rien de ce qui peut inspirer l'amour, de ce qui le justifie et de ce qui le perpétue. Son genre de beauté, ses manières, son parler, sa pose, s'accordaient pour la douer d'une coquetterie naturelle qui, chez une femme, semble être la conscience de son pouvoir. Elle était bien faite et décomposait peut-être ses mouvements avec trop de complaisance, seule affectation qu'on lui put reprocher. Petit exemple de ces petites ostentations, lorsqu'elle se couche sur une méridienne, vous savez, comme Madame Récamier, elle laisse poindre son pied, chaussé d'une sandale dorée. Ça les rend fous. Tout en elle s'harmonisait, depuis le plus petit geste jusqu'à la tournure particulière de ses phrases, jusqu'à la manière hypocrite dont elle jetait son regard. Le caractère prédominant de sa physionomie était une noblesse élégante, que ne détruisait pas la mobilité toute française de sa personne. Cette attitude incessamment changeante avait un prodigieux attrait pour les hommes. Elle paraissait devoir être la plus délicieuse des maîtresses en déposant son corset et l'attirail de sa représentation. En effet, toutes les joies de l'amour existaient en germe dans la liberté de ses regards expressifs, dans les câlineries de sa voix, dans la grâce de ses paroles. Elle faisait voir qu'il y avait en elle une noble courtisane que démentaient vainement les religions de la duchesse, qui s'asseyait près d'elle pendant une soirée, la trouvait tour à tour gaie, mélancolique, sans qu'elle eût l'air de jouer ni la mélancolie ni la gaieté. Elle savait être à son gré affable, méprisante, ou impertinente, ou confiante. Elle semblait bonne, et l'était. Dans sa situation, rien ne l'obligeait à descendre à la méchanceté. Par moments, elle se montrait tour à tour, sans défiance, et rusée, tendre à émouvoir, puis dure et sèche à briser le cœur. Mais pour la bien peindre, ne faudrait-il pas accumuler toutes les antithèses féminines? En un mot, elle était ce qu'elle voulait être ou paraître. Sa figure un peu trop longue avait de la grâce, quelque chose de fin, de menu, qui rappelait les figures du Moyen-Âge. Son teint était pâle, légèrement rosé. Tout en elle péchait, pour ainsi dire, par un excès de délicatesse. Eh bien, en dépit de sa coquetterie, elle tombera follement amoureuse et ça se terminera très mal. Autre séductrice macassienne, oui. Et le titre « Ne touchez pas la hache ». Alors, ne touchez pas à la hache. Alors, c'est une expression qui vient des visites guidées à la Tour de Londres, où on montrait la hache qui avait servi à décapiter le roi Charles Ier. Et donc, à chaque fois, le guide disait « Ne touchez pas la hache ». Alors, que veut dire ici « Ne touchez pas la hache » ? Ne touchez pas à la duchesse de Langeais. Ne touchez pas à l'amour, parce que l'amour sera une passion mortelle.
La Don Juan, évidemment, il en faut. Et donc là, c'est l'héroïne des Secrets de la princesse de Cadignan, une des plus belles figures féminines de toute la comédie humaine. Elle porte 3 noms. Elle est d'abord Diane d'Uxelles, c'est une jeune fille. Elle devient duchesse de Maufrigneuse par mariage. Et elle devient princesse de Cadignan quand son mari, le duc de Maufrigneuse, va hériter du titre de prince de Cadignan que lui a donné son père qui disparaît. Voilà, ça vous explique pourquoi vous pouvez la trouver comme ça avec plusieurs identités dans toute la comédie humaine. Elle a 36 ans. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, là, 36 ans, c'est vraiment l'âge ultime critique. Hein. À 36 ans, il faut que les femmes fassent une fin. Et avec sa grande amie, la marquise d'Espard, elle se confie qu'elles n'ont jamais véritablement aimé, puisque jusque-là, elles ont joué avec l'amour, mais n'ont pas véritablement connu la passion. Elles semblent se résigner à ce manque, à ce vide au cœur de leur existence, mais la princesse de Cadignan a rencontré un homme dont elle va tomber amoureuse, qui est Daniel d'Arthez. Daniel d'Arthez, vous le connaissez avec Illusion perdue. C'est un ami de Lucien de Rubempré. C'est le modèle du grand écrivain dans l'univers fictif de la comédie humaine. Il est député légitimiste. D'ailleurs, il arrête à peu près d'écrire à ce moment-là. Et il va éprouver lui aussi un sentiment très fort, très passionné pour la princesse de Cadignan. Et ils feront un couple merveilleux qui ira d'ailleurs vivre son bonheur en Italie. Dans le roman du 19e, vous vivez votre amour en Italie. Chez Stendhal, c'est le cas, Lucien Levene, Chartreuse de Parme, etc. etc. L'Italie, c'est la terre du bonheur. Alors, je lis le passage en gras que vous avez dans la description de la princesse de Cadignan. Sur une table, brillait un album de plus haut prix qu'aucune des bourgeoises qui trônent actuellement dans notre société industrielle et tracrassière n'oserait étaler. Cette audace peignait admirablement la femme. L'album contenait des portraits, parmi lesquels se trouvait une trentaine d'amis intimes que le monde avait appelés ses amants. Ce nombre était une calomnie. Mais relativement à une dizaine, peut-être, était-ce, disait la marquise d'Espard, de la belle et de la bonne médisance. Les portraits de Maxime de Trailles, de Marsay, de Rastignac, du marquis des Grignons, du général Montriveau, des marquis de Ronquerolles, d'Ajuda Pinto, donc là vous avez toute la comédie humaine qui défile, du prince Galationne, des jeunes ducs de Grandlieu, de Rétoré, du beau Lucien de Rubempré, avait d'ailleurs été traité avec une grande coquetterie de Pinto, par les artistes les plus célèbres. Comme la princesse ne recevait pas plus de 2 ou 3 personnes de cette collection, elle nommait plaisamment ce livre « Le recueil de ses erreurs ». Elle avait passé sa vie à s'amuser. Elle était un vrai Don Juan femelle, à cette différence près que ce n'est pas à souper qu'elle eût invité la statue de Pierre, et certes, elle aurait eu raison de la statue. Eh bien, elle aussi, comme la duchesse de Langeais, la coquette qui va tomber amoureuse, la princesse de Cadignan va tomber amoureuse, mais elle fera une fin heureuse. C'est un des rares cas dans la comédie humaine où un couple amoureux qui se forme sera un couple qui connaîtra véritablement le bonheur dans la durée. En tout cas, la fin de la princesse de Cadignan n'indique aucun dénouement fatal. Passons maintenant à d'autres types de séductrices que vous trouvez chez Barbé d'Aurevilly, dans La Bague d'Annibal. La Bague d'Annibal, c'est beaucoup moins connu que Les Diaboliques, c'est pour ça que je vous l'ai mis. Et c'est le portrait de Joséphine d'Alcy que vous fait Barbé d'Aurevilly. Joséphine n'était pas de ce blond étrange, insaisissable, tout semblable à l'or mystérieux versé par l'aile d'émeraude de la cantaride. Je vous rappelle que la cantaride était un insecte qui était censé avoir un pouvoir aphrodisiaque. On prenait de la poudre de cantaride, c'est le Viagra du 19e. Le reflet fauve de ses cheveux s'éteignait sous une nuance gris de perles. Il n'y avait en elle rien de printanier, de vif, d'étincelant et de frais. Son front, légèrement bombé, marque d'un caractère opiniâtre, ainsi que son cou et ses épaules ressemblaient à de l'ivoire un peu jauni. Ses yeux étaient d'un bleu orageux comme la mer, les veilles de tempête, couleur indéterminée mais sombre, entre l'olive et le violet. On aurait pu saisir l'âme au travers.
Sa lèvre, dont les dents rompaient à chaque instant les veines, habitude de coquetterie à la Pompadour, ou peut-être passion réprimée, était malade et épuisée. Mais son sourire n'exprimait jamais ni désir, ni tendresse, ni mélancolie, cette sainte trinité du sourire des femmes. Quand je la regardais, je ne pouvais m'empêcher de penser au Sphinx. Je passe à la fin. Quand même, citons une phrase d'un paragraphe suivant. « Oh, femme, vous êtes toutes plus ou moins hypocrites. » Je vous ai dit cette phrase, mesdames. On ne savait à quoi s'en tenir avec cette étrange créature, dont les souvenirs étaient des hiéroglyphes, et les pensées qui apparaissaient de temps en temps dans ses yeux, aussi problématiques que les taches dans le soleil et les linéaments bleus qui veignent la jaune couleur de la lune. Par tous les dieux immortels, pour nous, observateurs à l'Orient carré et à gants blancs, qui courons autour de ces âmes de femmes, la bague de leurs pensées secrètes, imperceptible anneau qui désespéra souvent notre merveilleuse adresse, Joséphine était un problème d'imagination transcendante. L'inconnu a dégagé d'une équation formidable. Ce mystificateur suprême, compris 60 ans pour un homme de génie, se composait d'un joueur de whist et d'une vieille femme, sous les airs indolents d'une vipère endormie. M. Talleyrand lui-même lui était plus facile à pénétrer. J'aime beaucoup les airs indolents d'une vipère endormie pour qualifier le prince de Talleyrand. Alors passons maintenant à une séductrice féministe. Il y en a, sous la plume de George Sand, dans un roman peu connu, encore une fois, Isidora, de 1845. Vous avez un personnage, qui s'appelle Jacques, qui n'arrive pas à se décider entre une figure angélique, Julie, et une figure démoniaque, Isidora, jusqu'au jour où il va découvrir que c'est la même, que Julie la vertueuse et Isidora la courtisane ne sont qu'une seule personne, reine et esclave, camélia blanc et rose enivrante, patricienne vêtue d'hermine, domino masqué de noir. Et donc, vous allez avoir un discours qui va être tenu à ce Jacques. La plupart sont belles, en désignant les femmes, hein, nous sommes à Venise, si je me souviens bien. La plupart sont belles de corps et d'intelligence. Celles que tu croirais les plus dépravées sont souvent celles qui ont le plus tendre cœur, l'esprit le plus spontané, les plus nobles intelligences, les entrailles les plus maternelles, les dévouements les plus romanesques, les instincts les plus héroïques. Songe aussi, malheureux, toutes ces femmes de plaisir et d'ivresse, c'est l'élite des femmes. Ce sont les types les plus rares et les plus puissants qui soient sortis des mains de la nature. Et c'est pourquoi, grâce aux législateurs pudiques de la société, elles sont ici, cherchant l'illusion d'un instant d'amour, au milieu d'une foule d'hommes qui feignent de les aimer, qui affectent entre eux de les mépriser. Les plus beaux et les meilleurs êtres de la création sont là, forcés de tout braver ou de se masquer et de mentir pour n'être pas outragés à chaque pas. Et c'est là votre ouvrage « Homme clairvoyant » qui avait fait de votre amour un droit et d'une autre un devoir. Voilà, il a une admirable défense sous la plume de George Sand de la courtisanerie. Pourquoi les femmes sont courtisanes? C'est parce que les hommes les ont contraintes à le devenir. Autre roman que peut-être vous n'avez pas l'occasion de lire, je ne pense pas que Gustave Toudouze fasse partie de votre panthéon littéraire, et pourtant il a consacré un roman qui s'intitule « La séductrice, roman parisien », 1882. Vous avez beaucoup de romans dans les années 80-90 qui sont sous-titrés « romans parisiens ». Alors pourquoi parisiens? Parce que ce sont des romans de mœurs censés donner un tableau de la vie parisienne contemporaine. Autrement dit, c'est dans la lignée de Balzac, hein, qui fait des tableaux de la vie sociale. Souvenez-vous qu'il a écrit Les scènes de la vie parisienne, qui est une section de la comédie humaine. Mais le roman parisien, sous la plume de différents auteurs, à commencer par Alphonse Daudet, par exemple, sont des romans qui se veulent être des coups de projecteur sur des types modernes, masculins, féminins, des modes de vie, et qui mettent très souvent l'accent sur la corruption des mœurs. Et là, vous avez le portrait d'une Madame de Santarès, et vous allez voir que c'est écrit tout à fait dans le style fin de siècle de ces années-là.
Donc vous avez un personnage qui rentre dans un salon et qui voit, s'avançant à sa rencontre, cette dame. Malgré cette prévention, il ne put se défendre de la trouver merveilleusement belle et séduisante. Du reste, elle possédait la science innée de l'habillement, et rien de ce qui pouvait mettre ses beautés en relief n'avait été oublié. Elle venait, les épaules et les bras nus, une robe de velours noir toute unie, modelant les contours de sa taille superbe et tombant en plis magnifiques sur le tapis. On voyait qu'elle avait conscience de sa beauté, et cette confiance en elle-même donnait un calme souverain à ses lignes splendides. Une mince guipure de cette teinte jaunâtre particulière aux anciennes broderies, moins criarde que le blanc près de la peau, séparait seuls les tons de ses épaules du velours de la robe. Jacques, qui n'osait regarder le visage de la maîtresse de la maison, laissait avec un frémissement intérieur reposer ses yeux sur cette chair blanche et satinée, à peine dorée par le chaud soleil du midi. Une parure d'or mat faisait ressortir les masses sombres de sa chevelure relevée sur le sommet de la tête et laissant la nuque à découvert. De larges anneaux d'un goût oriental s'accrochaient au lobe de ses oreilles petites mais grasses et légèrement piquées de rose. Un collier de sequins serpentait sur son cou, suivant ses 3 plis circulaires appelés en esthétique collier de Vénus. Enfin, ses bras se trouvaient enfermés au-dessus du poignet par 2 cercles d'or unis et plats. Du reste, pas une pierre, pas un diamant, de l'or seulement. Il y avait une originalité réelle dans cet ornement exclusif et uniforme, s'alliant aux masses foncées des cheveux et de la robe. Les chairs en acquéraient un éclat extraordinaire, une véritable puissance de lumière et de vie. Cette femme donnait le vertige de l'amour sensuel qui met un frisson à la peau. Le jeune homme, la voyant marcher vers lui, se sentait pris d'une vague épouvante, malgré son admiration. Il osa à peine toucher la main gantée qu'elle lui présentait, tremblant devant son sourire, ne se sentant pas la force de résister. Une impression lourde et pénétrante à la fois le tenait sous son poids, lui entrant peu à peu au cœur et brisant sa force. Donc vous voyez une inversion par rapport au modèle séducteur, par exemple, chez Maupassant. Ici, c'est la femme qui a un pouvoir irrésistible sur la figure masculine, ce qui est tout à fait typique de la littérature fin de siècle, où la femme va avoir cette dimension diabolique, dimension de femme fatale. J'y viens dans quelques instants, puisque ça va être le grand moment de la femme fatale. Le dernier des passages, Zola, je vais passer dessus parce que, en fait, vous verrez, vous pourrez le comparer vous-même, parce que je voudrais faire un sort au texte suivant. J'en ai encore pas mal, vous avez vu qu'il y a eu 26 pages. Je me suis laissé un peu aller, je reconnais. Vous lirez Paubouille et vous verrez comment, chez Zola, la manière dont la mère va manipuler les filles pour qu'elles réussissent à coincer un malheureux qui sera obligé d'en épouser une, est un modèle de stratégie tout à fait remarquable. Je vous ai mis un long passage, vous les dégusterez de retour chez vous. Mais je voulais terminer ici cette partie-là, avant la femme fatale, qui est le plat de résistance, je vous préviens tout de suite, avec un texte de Maupassant en mots d'amour, c'est la fin de la séduction féminine. Une séductrice qui n'a plus aucun pouvoir sur l'homme qu'elle a séduit. Et c'est un échange épistolaire qui est d'une cruauté tout à fait extraordinaire. Donc, cette femme écrit à son amant, « Mon gros coq chéri », bon déjà ça commence mal. Tu ne m'écris pas, je ne te vois plus, tu ne viens jamais, tu as donc cessé de m'aimer, pourquoi, qu'ai-je fait, etc. Et elle signe ta poulette. Et donc, il va répondre à Sophie, ma chère amie, tu ne comprendras absolument rien à ce que je vais te dire, n'importe. Si ma lettre tombe par hasard sous les yeux d'une autre femme, elle lui sera peut-être profitable. Si tu avais été sourde et muette, je t'aurais sans doute aimé longtemps, longtemps. Le malheur vient de ce que tu parles. Voilà tout. En amour, vois-tu, on fait toujours chanter des rêves, mais pour que les rêves chantent, il ne faut pas qu'on les interrompe. Or, quand on parle entre deux baisers, on interrompt toujours le rêve délirant que font les âmes, à moins de dire des mots sublimes.
Et les mots sublimes n'éclosent pas dans les petites caboches des jolies filles. Tu ne comprends rien, n'est-ce pas? Tant mieux, je continue. Tu es assurément une des plus charmantes, une des plus adorables femmes que j'ai jamais vues. Est-il sur la terre des yeux qui contiennent plus de songes que les tiens, plus de promesses inconnues, plus d'infini d'amour? Je ne le crois pas. Et quand ta bouche sourit avec tes deux lèvres rondes qui montrent tes dents luisantes, on dirait qu'il va sortir de cette bouche ravissante une ineffable musique, quelque chose d'invraisemblablement suave, de doux à faire sangloter. Alors tu m'appelles tranquillement mon gros lapin adoré. Et il me semble tout d'un coup que j'entre dans la tête, que je vois fonctionner ton âme, ta petite âme de petite femme jolie, mais, et cela me gêne, vois-tu, me gêne beaucoup, j'aimerais mieux ne pas voir. Tu continues à me faire comprendre, n'est-ce pas? J'y comptais. Passons un peu. Vois-tu, ma pauvre enfant, pour les hommes pas bêtes, un peu raffinés, un peu supérieurs, l'amour est un instrument si compliqué qu'à rien ne détraque. Vous autres femmes, vous ne percevez jamais le ridicule de certaines choses quand vous aimez et le grotesque des expressions qui vous échappent. Pourquoi une parole juste dans la bouche d'une petite femme brune est-elle souverainement fausse et comique dans celle d'une grosse femme blonde? Pourquoi le geste câlin de l'une sera-t-il déplacé chez l'autre? Pourquoi certaines caresses charmantes de la part de celle-ci seront-elles gênantes de la part de celle-là? Pourquoi? Parce qu'il faut en tout, mais principalement en amour, une parfaite harmonie, une accordance absolue du geste, de la voix, de la parole, de la manifestation tendre avec la personne qui agit, parle, manifeste avec son âge, la grosseur de sa taille, la couleur de ses cheveux, la physionomie de sa beauté. Une femme de 35 ans, à l'âge des grandes passions violentes, qui conserverait, alors à l'époque de Maupassant, c'est à partir de 40 ans que ça commence à se dérégler, alors que c'est à partir de 30 ans que ça se dérègle chez Balzac. On a progressé de 10 ans. Je plaisante pas, il y a un romancier dont le nom était Bernard, j'oublie son prénom, qui a écrit La femme de 40 ans. Une femme de 35 ans, etc., qui conserverait seulement un rien de la mièvrerie caressante de ses amours de 20 ans, qui ne comprendrait pas qu'elle doit s'exprimer autrement, regarder autrement, embrasser autrement, qu'elle doit être une Didon et non plus une Juliette, et qu'il y aurait infailliblement 9 avants sur 10, même s'ils ne se rendaient nullement compte des raisons de leur éloignement. À partir du jour où tu as ouvert ton robinet à tendresse, ce fut fini pour moi, mon ami. Je vous ai dit, hein, c'était une cruauté décisive. Ce que je ne comprends pas, passons à la fin, par exemple, c'est que certaines femmes qui connaissent si bien l'irrésistible séduction des bas de soie fin et brodés, et le charme exquis des nuances, et l'ensorcellement des précieuses dentelles cachées dans la profondeur des toilettes intimes, et la troublante saveur du luxe secret des dessous raffinés, toutes les subtiles délicatesses des élégances féminines, ne comprennent jamais l'irrésistible dégoût que nous inspirent les paroles déplacées ou niaisement tendres. Un mot brutal, parfois, fait merveille, fouette la chair, fait bondir le cœur. Cela sont permis aux heures de combat. Celui de Cambronne n'est-il pas sublime? Rien ne choque qui vient à temps. Mais il faut aussi savoir se taire et éviter en certains moments les phrases à la Paul de Kock. Paul de Kock, romancier extrêmement prolifique au XIXe siècle, qui faisait beaucoup dans le romanesque amoureux. Et je t'embrasse passionnément à condition que tu ne diras rien. Voilà. Donc je voulais vous citer ce texte admirable de Maupassant qui signifie comment est-ce que la séduction peut tomber à plat avec quelques paroles malheureuses comme mon gros cœur chéri. Passons maintenant à la femme fatale. Alors pourquoi la femme fatale? Parce que c'est la grande figure de séductrice dans la littérature du XIXe siècle, et tout particulièrement dans la littérature de la seconde moitié, et encore plus du dernier tiers du XIXe siècle. Alors, l'expression femme fatale, curieusement, ne semble être apparue qu'en 1872, sous la plume de Théophile Gautier. Donc je vous ai mis la citation, j'ai recherché un petit peu ailleurs, et je tombe toujours sur la même référence, Théophile Gautier, dans les grands dictionnaires et autres. Vous n'avez pas d'occurrence antérieure. Ce n'est pas parce que le mot n'existe pas que la chose n'existe pas. Hein. Et donc voilà, vous avez la citation, et je vous ai mis une citation de Flaubert, à propos aussi
de Femme fatale, et puis une beaucoup plus récente hein, de Julia Gracq, hein, que j'aime beaucoup. J'avais failli la donner en sujet de dissertation à mes étudiants, mais j'ai eu peur du résultat. Donc j'ai renoncé. Si la littérature n'est pas pour le lecteur un répertoire de femmes fatales et de créatures de perdition, elle ne vaut pas la peine qu'on s'en occupe. Et je vous recommande particulièrement l'ouvrage de Mireille Dautin-Orsini, qui date déjà de 93, mais qui n'est absolument pas dépassé. Cette femme qui dit fatale, texte et image de la misogynie fin de siècle. Alors la première grande femme fatale, c'est Milady, dans Les Trois Mousquetaires. Donc je vous ai mis un assez long passage, vous le lirez à loisir, je me contente d'une seule partie, et c'est le moment où elle va séduire le fanatique puritain pour qu'il assassine le duc de Buckingham. Hein. Milady avait donc fait brèche avec sa fausse vertu dans l'opinion d'un homme prévenu contre elle, et par sa beauté dans le cœur et l'essence d'un homme candide et pur, c'est un puritain pur et dur. Hein. Enfin, elle s'était donné la mesure de ses moyens inconnus d'elle-même jusqu'alors, par cette expérience faite sur le sujet le plus rebelle, que la nature et la religion puissent soumettre à son étude. Hein, et vous connaissez le destin de Milady, hein, elle sera exécutée à la fin des Trois Mousquetaires par le bourreau de Béthune, à laquelle Athos, son ancien mari, l'aura confié. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous, nous avons à peu près le même âge, se souviennent d'un joueur de catch qui s'appelait le bourreau de Béthune, hein, qui avait un masque. Alors quand j'étais tout petit, j'ai demandé pourquoi est-ce qu'il s'appelle le bourreau de Béthune. Lorsque j'ai lu Les Trois Mousquetaires, j'ai compris. Comme quoi, les catcheurs étaient cultivés. Et un chansonnier avait dit qu'il avait appelé son percepteur le bourreau de Béthune. Autre figure incontournable qui est Carmen, bien entendu. Et je vous ai mis un passage de Carmen. Hein, je vous dirai en somme qu'à chaque défaut, elle réunissait une qualité qui ressortait peut-être plus fortement par le contraste. C'était une beauté étrange et sauvage, une figure qui étonnait d'abord, mais qu'on ne pouvait oublier. Ses yeux, surtout, avaient une expression à la fois voluptueuse et farouche que je n'ai trouvée depuis à aucun regard humain. Œil de bohémien, œil de loup. C'est un dicton espagnol qui dénote une bonne observation. Si vous n'avez pas le temps d'aller au jardin des plantes pour étudier le regard d'un loup, considérez votre chat quand il guette un moineau. Chez Gautier, la figure de femme fatale, il y en a plusieurs. La plus intéressante, c'est sans doute La Morte amoureuse de 1836, puisque vous avez un personnage qui, de manière fantastique, hein, qui est prêtre dans le jour, va se retrouver riche seigneur de Venise dans ses rêves nocturnes, et il va devenir amoureux fou d'une nommée Clarimonde, qui est une courtisane, et il découvre qu'elle est morte depuis longtemps. Et donc, bien qu'elle soit morte, il ne peut pas résister à son pouvoir de séduction. Elle était assez grande, avec une taille et un port de déesse. Ses cheveux d'un blond doux se séparaient sur le haut de sa tête et coulaient sur ses tempes comme deux fleuves d'or. On aurait dit une reine avec son diadème. Son front, d'une blancheur bleuâtre et transparente, s'étendait large et serein sur les arcs de deux cils presque bruns, singularité qui ajoutait encore à l'effet de prunelle vert de mer, d'une vivacité et d'un éclat insoutenable. Quels yeux! Avec un éclair, il décidait de la destinée d'un homme. Ils avaient une vie, une limpidité, une ardeur, une humidité brillante que je n'ai jamais vue à un œil humain. Il s'en échappait des rayons pareils à des flèches, et que je voyais distinctement aboutir à mon cœur. Je ne sais si la flamme qui les illuminait venait du ciel ou de l'enfer, mais à coup sûr, elle venait de l'un ou de l'autre. Cette femme était un ange ou un démon, et peut-être tous les deux. Elle ne sortait certainement pas du flanc d'Ève, la mère commune. Des dents du plus bel Orient scintillaient dans son rouge sourire, et de petites fossettes se creusaient à chaque inflexion de sa bouche dans le satin rose de ses adorables joues.
Pour son nez, il était d'une finesse et d'une fierté toute royale et décelait la plus noble origine. Des luisants d'agate jouaient sur la peau unie et lustrée de ses épaules à demi découvertes, et des rangs de grosses perles blondes, d'un ton presque semblable à son cou, lui descendaient sur la poitrine. De temps en temps, elle redressait sa tête avec un mouvement onduleux de couleuvre ou de pan qui se rengorge et imprimait un léger frisson à la haute fraise brodée à jour qui l'entourait comme un treillis d'argent. Et ce qu'on découvrira par la suite, c'est que c'est un vampire et qu'elle va se nourrir du sang. Oh, pas beaucoup, vous voyez, une goutte, rien qu'une petite goutte rouge, un rubis au bout de mon aiguille. Puisque tu m'aimes encore, il ne faut pas que je meure. Donc là, vous avez la conjonction de la figure de la femme fatale, de l'indisciplinabilité, de ange ou démon, et du vampirisme. Vous êtes vraiment dans la littérature romantique 1830 qui mêle tout ça avec brio. Revenons à Barbey d'Aurevilly avec la séductrice, la femme fatale par vengeance, dans La vengeance d'une femme, qui est de 59, mais qu'on retrouve dans Les Diaboliques, publié en 74. Donc l'héroïne, Jeanne Lepertuis des Vaux, est mariée à un mari infidèle, cruel. Elle découvre la trahison de son mari, qui a tué son amant, mais c'était un amour platonique. Elle décide de se venger d'une manière absolument implacable, se prostituer pour souiller le nom et l'honneur de son mari. Et un soir, un nommé Robert de Tressigny va la suivre, il pense qu'elle n'est qu'une courtisane, et il va découvrir une figure féminine absolument extraordinaire. Il fut littéralement foudroyé d'une beauté que son œil exerçait, cet œil de sculpteur qu'ont les hommes à femmes, n'avait pas au boulevard deviné tout entière à travers les souffles révélateurs de la robe et de la démarche. Le tonnerre entrant tout à coup au lieu d'elle par cette porte ne l'aurait pas mieux foudroyée. Elle n'était pas entièrement nue, mais c'était pis. Elle était bien plus indécente, bien plus révoltamment indécente que si elle eût été franchement nue. Les marbres sont nus, et la nudité est chaste. C'est même la bravoure de la chasteté. Mais cette fille scélératement impudique, qui se serait allumée elle-même comme une des torches vivantes du jardin de Néron, pour mieux incendier l'essence des hommes, et à qui son métier avait sans doute appris les plus basses rubriques de la corruption, avait combiné la transparence insidieuse des voiles et l'osée de la chair, avec le génie et le mauvais goût d'un libertinage atroce, car, qui ne le sait, en libertinage, le mauvais goût est une puissance. Passons un peu plus bas. Robert de Tressigny, qui n'était pas un saint, eut la fringale de ce qu'elle lui offrait. Il l'a pris dans ses bras, cette brutale tentatrice, avec une foule qu'elle partagea, car elle s'y était jetée. Se jetait-elle ainsi dans tous les bras qui se fermaient sur elle? Si supérieure qu'elle fut dans son métier ou dans son art de courtisane, elle fut, ce soir-là, d'une si furieuse et si hennissante ardeur que, malgré l'emportement de sens exceptionnel ou malade, n'aurait pas suffi pour l'expliquer. Était-elle au début de cette horrible vie de fille pour la faire avec une si semblable furie? Mais vraiment, c'était quelque chose de si fauve et de si acharné qu'on aurait dit qu'elle voulait laisser sa vie ou prendre celle d'un autre dans chacune de ses caresses. Vous lirez la suite avec profit. Autre figure de séductrice, Salammbô, donc le roman éponyme, où là, je vous rappelle que nous sommes à l'époque de Carthage, c'est le roman historique et l'Orient fantasmé de Flaubert. Nous le retrouverons dans le prochain cycle que je ferai, et où les mercenaires de l'armée carthaginoise se révoltent parce qu'ils n'ont pas été payés, et leur chef, le Libyen Mato, est amoureux de Salammbô, qui est la fille d'Hamilcar, et un soir, il dérobe le voile de la déesse Tanit qui protège la ville, et c'est Salammbô qui reçoit la mission d'aller le récupérer, et Mato va lui rendre le voile pour sa perte. Les Carthaginois viendront à bout des rebelles, et Mato finira supplicié
sous les yeux de sa bien-aimée, qui, mourant à son tour de désespoir, avoue ainsi son amour pour le rebelle. Hein, on est dans un romanesque flaubertien échevelé, très exactement aux antipodes de Madame Bovary, par exemple. Hein, c'est la grande, la grande tentation romantique chez Flaubert que vous avez dans Salammbô. Donc vous avez le portrait de Salammbô, sa chevelure poudrée d'un sable violet et réunie en forme de tour selon la mode des vierges cananéennes, la faisait paraître plus grande. Des tresses de perles attachées à ses tempes descendaient jusqu'au coin de sa bouche, rose comme une grenade entr'ouverte. Il y avait sur sa poitrine un assemblage de pierres lumineuses imitant par leur bigarrure les écailles d'une murène. Ses bras garnis de diamants sortaient nus de sa tunique sans manches, étoilée de fleurs rouges sur un fond tout noir. Elle portait entre les chevilles de chaînettes d'or pour régler sa marche. Et son grand manteau de pourpre sombre, taillé dans une étoffe inconnue, traînait derrière elle, faisant à chacun de ses pas comme une large vague qui la suivait. Passons un peu plus bas. Des chevilles aux hanches, elle était prise dans un réseau de mailles étroites imitant les écailles d'un poisson et qui luisaient comme de la nacre. Une zone toute bleue serrant sa taille laissait voir ses deux seins par deux échancrures en forme de croissant. Des pendeloques d'escarboucles en cachaient les pointes. Elle avait une coiffure faite avec des plumes de paon étoilées de pierreries. Un large manteau blanc comme de la neige retombait derrière elle, et les coudes au corps, les genoux serrés, avec des cercles de diamants au haut des bras. Elle restait toute droite, dans une attitude hiératique. Vous retrouverez quelques éléments de cette description un peu plus tard dans le portrait de Salomé, fait par Huysmans dans le roman À rebours. Parce que vous allez avoir un recyclage romanesque chez pas mal d'auteurs de ces éléments constitutifs du portrait d'une séduction orientale, particulièrement mise en relief par l'art des voiles et l'art des bijoux. La fin de siècle est absolument fascinée par les bijoux féminins. Vous avez des romanciers qui vont consacrer des pages entières à décrire des bijoux. Autre figure de séductrice, la duchesse Josiane, dans L'homme qui rit de Victor Hugo. C'est pas le roman qu'on lit le plus souvent de Victor Hugo, c'est à mes yeux le plus extraordinaire avec Les Misérables. Et c'est un roman qui se passe dans l'Angleterre du XVIIe siècle, avec l'homme qui rit, c'est un enfant qui a été enlevé par une bande de voleurs, gitans, qui s'appellent les contrachicos, et qui, pour en faire une bête de foire, lui ont ouvert la commissure des lèvres au rasoir pour que ça cicatrise et qu'il ait un sourire permanent qui va d'une oreille à l'autre, qui en fait un monstre. Mais il se trouve que ce personnage est en fait le fils d'un duc. Donc il va être réintégré dans la haute société, il va entrer à la chambre des pairs. Et évidemment, son visage va faire constamment rire. Il ne peut pas changer son visage. Et il va être notamment soumis à la séduction d'un personnage qui est la duchesse Josiane, qui est une des grandes figures de séduction dans le roman hugolien, et qui, elle, triomphe par la chair. Pas par les bijoux, pas par les voiles, par la chair. Josiane, c'était la chair. Rien de plus magnifique. Elle était très grande, trop grande. Ses cheveux étaient de cette nuance qu'on pourrait nommer le blond pourpre. Elle était grasse, fraîche, robuste, vermeille, avec énormément d'audace et d'esprit. Elle avait les yeux trop intelligibles, d'amant, point, de chasteté, pas davantage. Elle se murait dans l'orgueil. Les hommes, fit donc. Un dieu, tout au plus, était digne d'elle. Ou un monstre, évidemment, l'homme qui rit. Si la vertu consiste dans l'escarpement, Josiane était toute la vertu possible, sans aucune innocence. Elle n'avait pas d'aventure, par dédain, mais on ne l'eût point fâché de lui en supposer, pourvu qu'elle fût étrange et proportionnée à une personne faite comme elle. Elle tenait peu à sa réputation et beaucoup à sa gloire. Sembler facile et être impossible, voilà le chef-d'œuvre. Josiane se sentait majesté et matière, c'était une beauté encombrante,
Elle empiétait plus qu'elle ne charmait, elle marchait sur les cœurs, elle était terrestre. Donc c'est une variante sur le type de la coquette, mais version fatale. Autre texte assez remarquable, La femme et le pantin, de Pierre Louis, 1898. Donc nous sommes au carnaval de Venise. Un héros, André Stevenot, va tomber sous le charme d'une Andalouse, Concepción Pérez, non typiquement andalou, Concepción. Ils échangent un rapide signe prometteur et cherchent à se revoir. André va confesser cette situation auprès de son ami Don Matteo, qui va se décider à lui faire le récit de sa douloureuse aventure avec la jeune femme, dont lui-même a été le pantin. Ça vous explique le titre. Donc il raconte ce qui s'est passé. Dès que nous fûmes seuls, elle défit sa mantille, qui était attachée avec 14 épingles à ses cheveux et à son corsage, puis très simplement, elle se déshabilla. J'avoue qu'au lieu de l'aider, je retardais plutôt ce long travail, et que 20 fois je m'interrompis pour poser mes lèvres sur ses bras nus, ses épaules rondes, ses seins fermes, sa nuque brune. Je regardais son corps apparaître de place en place, aux limites du linge, et je me persuadais que cette jeune peau rebelle allait enfin se livrer. Et le problème, c'est que dans un premier temps, elle va se refuser. En s'habillant chez elle, cette petite misérable s'était accoutrée d'un caleçon taillé dans une sorte de toile à voile si raide et si forte qu'une corne de taureau ne l'aurait pas fendue, et qui se serrait à la ceinture ainsi qu'au milieu des cuisses par des lacets d'une résistance et d'une complication inattaquable. Ce caleçon, cette barrière entre l'amour et moi, il me semblait que dorénavant je le verrais à toutes les femmes, ou que du moins elle voudrait l'avoir avant de s'approcher de mon étreinte. Et là, elle va lui tenir un discours extraordinaire. Mon cœur, tu ne saurais donc aimer tout ce que je te donne de moi-même. Tu as mes seins, tu as mes lèvres, mes jambes brûlantes, mes cheveux odorants, tout mon corps dans tes embrassements et ma langue dans mon baiser. C'est donc pas assez de tout cela? Alors ce n'est pas moi que tu aimes, mais seulement ce que je te refuse. Toutes les femmes peuvent le donner. Pourquoi me le demandes-tu à moi qui résiste? Est-ce parce que tu me sais vierge? Et donc, il devient effectivement une sorte d'esclave de ce caprice ou de cette volonté de la femme. Et il va l'accompagner, ou elle va danser, vous verrez la description, et elle va continuer à se refuser. Et que va-t-il faire? Il va la frapper. C'est alors que je commençais à la frapper en silence. J'étais vraiment devenu fou. Je ne sais plus bien ce qui s'est passé. Mes yeux voyaient mal, ma tête ne pensait plus. Je me souviens seulement que je la frappais avec la régularité d'un paysan qui batte au fléau. Et toujours sur les mêmes points, le sommet de la tête, l'épaule gauche. J'ai jamais entendu d'aussi horrible cri. Cela dura peut-être un quart d'heure. Elle n'avait pas dit une parole, ni pour demander grâce, ni pour s'abandonner. Je m'arrêtai quand mon poing fut devenu trop douloureux, puis je lui lâchai les deux mains. Elle se laissa tomber de côté, les bras étendus devant elle, la tête en arrière, les cheveux défaits, et ses cris se transformèrent brusquement en sanglots. Elle pleurait comme une petite fille, toujours du même ton, aussi longtemps qu'elle pouvait s'en reprendre à l'aide. Par moments, je croyais qu'elle étouffait. Je vois encore le mouvement qu'elle faisait sans cesse avec son épaule meurtrie, et ses mains dans ses cheveux retiraient les épingles. Alors, j'eus tellement pitié d'elle et honte de moi, que j'oubliais presque pour un temps la scène atroce de la veille. Concha s'était relevée, donc le diminutif de Concepción. Concha s'était relevée un peu. Elle se tenait encore à genoux, les mains près des joues, les yeux levés à moi. Il semblait qu'il n'y avait plus l'ombre d'un reproche dans ces yeux-là, mais je ne sais comment m'exprimer. Une sorte d'adoration. D'abord, ses lèvres tremblaient si fort qu'elle ne pouvait pas articuler. Puis je distinguais faiblement. « Oh Matteo, comme tu m'aimes !» Autrement dit, vous avez ici une scène masochistique. Et c'est extraordinaire. Vous avez ici la femme fatale qui l'a conduit à un geste horrible, mais qu'elle a provoqué. Et qui l'a conduit à être le bourreau de celle
dont il devient le pantin par la même occasion. Il cède à un désir qu'elle n'a pas exprimé. Vous voyez la perversité de cette scène. J'ouvre une petite parenthèse, à la fin des années 90, début des années 1900, vous avez dans la chanson populaire française, vous avez quelques chansons qui célèbrent le plaisir des femmes battues. Si. Et il y en a une dont le titre est « Mon corps est couvert de pervenches ». Les bleus des coups. Hein, ça donnera plus tard une chanson de Boris Vian, hein, Johnny fais-moi mal. Hein. N'oublions pas ça, dans la mentalité du 19e siècle, il y a aussi, de la fin du 19e, il y a cet aspect-là, hein, de la violence. Comment est-ce que la violence faite aux femmes devient source de plaisir? Et oui, le 19e, ce n'est pas qu'un long fleuve tranquille, ni un jardin de roses. C'est pour ça que je suis 19e. Enfin, j'ai voulu terminer sur une des multiples figures de femmes fatales dans le roman populaire. Pourquoi? Parce que fait le roman populaire? Le roman populaire reprend à son compte des types de figures, de personnages et des situations qui ont été mises en quelque sorte sur le marché par le roman plus, je mets des guillemets, plus élevé, plus distingué, plus littéraire. Et donc il les utilise à son propre compte pour un lectorat effectivement plus populaire, mais il utilise les mêmes recettes, simplement en les mettant, si vous voulez, dans une lumière encore plus vive. Voilà pourquoi vous allez avoir des tas de femmes fatales dans le roman populaire. Alors, parmi les femmes fatales, vous avez celles que vous avez dans le cycle des Pardaillan de Michel Zévague, un des grands auteurs du roman populaire. Et c'est la figure de la Faustin, qui donne son titre à un des romans du cycle des Pardaillan. Donc, je vous ai dit une petite description. Pourquoi est-ce que je vous l'ai mise? Parce que vous allez retrouver, au fond, sous forme de clichés, de stéréotypes, quelques-uns des traits caractéristiques des femmes fatales que vous avez dans les textes précédents. Un être de beauté prodigieuse, éblouissante et fatale. Peut-être une sainte extatique, ou peut-être une étincelante magicienne, ou peut-être une somptueuse courtisane orientale. Vous avez eu ça dans les textes précédents. Des yeux larges et profonds, tantôt d'une angoissante douceur de fleurs de deuil, tantôt d'un funeste éclat de diamant noir, dans la suprême harmonie de ses traits et de ses attitudes, la violente poésie d'une âme excessive, la majesté d'une souveraine, la noble volupté d'une étaïre antique, la dignité d'une vierge, l'audace d'une guerrière des temps barbares. Autrement dit, dans une même phrase, vous avez les définitions successives que vous avez vues disposées autrement dans les textes précédents. Hein? C'est ça qui est une des caractéristiques, c'est pas la seule bien sûr, une des caractéristiques du roman populaire à partir, je dirais, du milieu du 19e siècle, hein, c'est cette récupération au bénéfice d'un lectorat plus large de thèmes, de motifs, de situations, de caractérisation de personnages que vous avez dans le grand roman. Donc la femme fatale fait nécessairement partie du personnel romanesque du roman populaire. Et la femme fatale, c'est celle que vous retrouvez également ailleurs, dans les journaux populaires à sensation, notamment ceux qui vous mettent en scène les grands crimes, hein, et avec les couvertures particulièrement vives. Hein, vous allez avoir la scène d'assassinat, ça se vendait à des millions d'exemplaires, hein, ces choses-là. C'est le recyclage à destination d'un très très large public, mais la femme fatale est évidemment antérieure littérairement à ces figures qu'on peut trouver dégradées si l'on veut, que je préfère
qualifiée de figure mise à la disposition du plus grand nombre. Et c'est comme ça que l'expression de femme fatale est vraiment passée dans la langue. Et la femme fatale, quel va être son avenir? Le cinéma. Notamment le grand cinéma hollywoodien. Hein, quand vous allez avoir des actrices comme Rita Hayworth ou Ava Gardner ou autres qui vont incarner des figures féminines prestigieuses qui sont des femmes fatales, ça vient de la littérature. Hein. Le grand cinéma, en grande partie, pas seulement, bien sûr, mais le cinéma va reprendre à son compte des types de personnages et de situations qui ont été mis en scène dans la littérature. Voilà, bon, je vous ai fait un parcours un petit peu rapide, encore une fois, hein, je pouvais vous mettre des tas d'autres textes, donc je me suis dit que ça serait intéressant pour vous de lire des auteurs qui peut-être ne sont pas parmi les, parmi les numéros 1 à une parade, mais qui vous donnent une idée un petit peu plus, je dirais, un petit peu plus juste de ce qu'est la production littéraire au XIXe siècle. Hein. Ça ne se limite pas à Balzac, à Stendhal, à Flaubert, à Hugo, à Maupassant, à Zola. Non, il y a bien d'autres auteurs qui traitent des mêmes choses, en réalité. Peut-être avec moins de talent, sûrement avec moins de talent. Peut-être que ça ne donne pas des chefs-d'œuvre, mais peu importe. Ça s'est énormément lu et ça a diffusé un certain nombre de grandes figures qui, immanquablement, sont destinées à devenir des clichés et des stéréotypes, comme sera le cliché ou le stéréotype de la femme fatale. Pensez, par exemple, je vous donne un dernier exemple, pensez à ce qu'on a pu dire de Mata Hari. Mata Hari, magnifique exemple de femme fatale. Séductrice, orientale, enfin pseudo-orientale, espionne, tout pour plaire. Mata Hari a vu converger contre elle tous les fantasmes et tous les préjugés que la littérature avait mis en place, et notamment la littérature populaire, à l'égard de la femme fatale. Elle venait exactement au bon moment pour incarner la femme fatale, la femme maudite, celle qu'il fallait éliminer pour purifier la société. On pourrait multiplier les exemples. Voilà, je vous remercie. Il nous reste un petit peu de temps pour quelques questions. Je peux passer le micro, si tel est le cas. Oui. Ça marche. Vous avez mentionné dans l'un des romans, c'était mentionné Talleyrand, mais Talleyrand utilisait aussi la séduction dans un but politique. Bien sûr, oui. Mais est-ce qu'on peut considérer par conséquent la politique et l'art de la séduction? C'est lié. Bien entendu. Oui, je me rappelle, au tout début, je vous ai dit que j'ai laissé de côté, parce que le matériau aurait été beaucoup trop abondant, j'ai laissé de côté la séduction politique. J'avais parlé de figures d'autorité politique dans les conférences précédentes, mais vous avez raison, Talleyrand peut être un des modèles de la séduction politique. Alors j'avais donné comme exemple le comte Mosca dans la Chartreuse de Parme, qui est au fond une sorte de Talleyrand, qui est, en plus c'est un grand séducteur à l'égard des femmes. Pourquoi? Parce que là, qu'est-ce qui prime chez des figures comme Talleyrand? C'est l'intelligence supérieure. L'art de la manipulation, l'art du secret, et la capacité à berner à peu près tout le monde, et surtout à savoir tirer son épingle du jeu exactement au bon moment, ce qui permet de traverser tous les régimes, comme Talleyrand l'a fait. Pardon? Oui, c'est ça, ben oui. Mais Talleyrand, c'est vraiment un modèle de réussite politique. Vous vous souvenez que lorsque Sacha Guitry va mettre en scène le personnage de Talleyrand dans un de ses films, il va intituler le film « Le diable boiteux ». Hein? Pourquoi le diable? Parce qu'il a une forme de séduction diabolique. Vous vous souvenez de la comparaison, hein, la vipère, les yeux de la vipère. Il a été très souvent comparé à un serpent, Talleyrand.
qu'il avait l'habitude d'avoir les yeux mi-clos et la bouche absolument indéchiffrable. Hein, on le voit sur les portraits. Balzac avait une très très grande admiration pour Talleyrand, dans lequel il voyait un modèle du politique moderne. Lucien Rastignac, certains critiques ont vu en fait le copier-coller du jeune Thiers. Oui, alors c'est effectivement, c'est une des interprétations que l'on a données de la figure de Rastignac, dont le parcours semble présenter quelques analogies avec celui de Thiers. Moi, je ne suis pas convaincu par cela. Pourquoi ? Parce que la figure de Rastignac, c'est le modèle balzacien de l'ambitieux. Pour Balzac, qu'est-ce que c'est que l'ambition dans le monde moderne? Vous entendez par là le monde issu de la Révolution et de l'Empire, hein, ce qu'on appelle la société révolutionnée, telle qu'elle a été reconfigurée par la Révolution et par l'Empire. Pour Balzac, les jeunes gens qui veulent réussir doivent être mus par une énergie qui est celle de l'ambition parvenir. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de place à prendre et il faut savoir jouer des coudes pour parvenir. Comme le dit Vautrin à Rastignac dans le Père Goriot, vous êtes comme des araignées dans un pot et seule, la plus méchante, va gagner. Donc, l'ambition, c'est 1. Définir son objectif. 2. Se donner les moyens de parvenir à l'objectif. 3. Se trouver des alliés ou des conseillers. C'est exactement ce que fait Rastignac. Sur les conseils de Vautrin, puis sur les conseils de Madame de Beauséant, sa cousine, il a l'avantage d'être aristocrate. Certes, il vient d'une famille décavée parce qu'il est ruiné, mais il a le cercle aristocratique de Paris. Et Madame de Beauséant lui dit « utilisez les femmes. Utilisez les femmes comme marchepied, essuyez-vous les pieds dessus, dit-elle, car ce sont les femmes qui vont vous donner les clés de la société, qui vont vous faire comprendre comment ça fonctionne. » Vautrin, c'est le côté noir, Madame de Beauséant, c'est le côté, non pas lumineux, mais le côté plus social. Fort de ces deux conseils, réussir, c'est foncer dans le tas. 2, utiliser les femmes. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il séduit Delphine de Nucingen, femme de banquier, ce qui va lui permettre d'entrer dans la banque Nucingen, puisque le mari Nucingen est tout à fait d'accord. Et il va épouser la fille des Nucingen. C'est ça l'ambition. L'ambition, c'est l'absence totale de scrupules. Il faut faire fi de toute considération morale. La morale, c'est pour les imbéciles, explique Vautrin, dans le monde moderne. Donc, que Thiers ait manigancé un certain nombre de choses, je suis d'accord, mais d'une certaine façon, il n'arrive pas à la cheville de Rastignac par rapport à cette modélisation balzacienne de la figure de l'ambitieux. Et après ça, vous pouvez, au fond, tracer une sorte de tableau d'honneur ou de déshonneur des ambitieux dans les comédies humaines. Ceux qui réussissent pleinement, c'est Rastignac, Henri de Marsay. Ceux qui vont rater leur coup, c'est Lucien de Rubempré. Lucien de Rubempré ne pourra réussir son coup, et encore ça va échouer in fine, que dans Splendeur et misère de courtisane, parce qu'il va être sous la coupe de l'ex-abbé Carlos Herrera, qui est Vautrin, qui le prend en charge. Hein. Et entre les deux, vous allez avoir une sorte de gradation des plus ou moins bonnes réussites de l'ambition. Alors vous avez l'ambition au féminin. Alors l'ambition au féminin, elle va passer souvent, sinon presque toujours, par les voies du mariage. Et ça vous est expliqué dans un roman qui s'intitule « Le contrat de mariage », que je vous recommande chaudement, parce que l'héroïne, qui est Nathalie de Manerville,
va particulièrement réussir son coup en se faisant faire un contrat de mariage qui sera à son bénéfice. Capital, le contrat de mariage. Hein, savoir qui a la fortune ou comment est-ce que le partage se fera en cas de séparation de biens et de corps. Il n'y a pas de divorce. Hein. La seule façon que vous avez de ne plus vivre avec votre conjoint, c'est la séparation de corps qui peut être assortie de la séparation de biens. Hein, et l'expression officielle, c'était séparer quant aux biens de monsieur un tel ou de madame un tel. Donc le contrat de mariage, le fait qu'il donne un titre comme ça à un roman montre bien que Balzac a parfaitement compris cette question fondamentale. Hein. Ou alors l'ambition au féminin, ce sera une ambition par proxy. C'est faire monter son mari ou son amant dans la société grâce aux bons conseils qui ont été prodigués. Ça vous est particulièrement expliqué dans un roman qui s'intitule aujourd'hui « Les employés ». Vous avez une femme absolument remarquable, qui est Madame Ramontin, qui fait monter son mari dans l'échelle administrative des ministères. Elle le fait monter progressivement jusqu'au cercle les plus proches du pouvoir. Elle est forcément en retrait, les femmes ne peuvent pas agir dans le domaine politique, mais elle le fait en quelque sorte par délégation. Et le titre initial du roman Les employés, c'était La femme supérieure. Hein, Balzac l'a changé pour mettre l'accent sur la description du milieu des fonctionnaires des ministères. Alors qu'en réalité, la figure centrale, c'est celle de la femme supérieure. Donc, voilà pourquoi je n'ignore pas cette interprétation de la figure de Rastignac. Je la crois mineure par rapport à ce que représente la figure de Rastignac dans, je dirais, la configuration générale des types balzaciens. D'autres questions? J'espère avoir répondu. En écoutant vos propos, là, j'ai estimé que vous jetiez un coup de projecteur très intéressant sur le processus de séduction dans la société moderne. Dans la société actuelle, à la fois le monde politique et le monde du showbiz sont la résultante de ce que vous nous expliquiez. Et la presse people comme Voici, Gala, récupère ça d'une façon tout à fait extraordinaire. Et on est en plein fin 19e, c'est merveilleux. Et alors la devise de la famille royale d'Angleterre, j'en ai entendu parler ce matin à la radio, never complain, never explain, ça marche dans le processus, c'est fascinant, merci beaucoup. Merci. Non, mais j'espère avoir montré une fois encore que le 19e siècle expliquait le monde moderne. Et que le 19e siècle n'est pas une époque révolue. Le 19e siècle se poursuit avec des avatars différents, des configurations différentes, mais la base est encore là. Hein, le noyau dur est toujours là. D'autres questions? Non? Eh bien écoutez, il me reste à vous donner rendez-vous pour le prochain cycle, 14 septembre. Vous aurez les dates sur le site de la médiathèque. Je les ai toutes. Malheureusement, Cathy Pesti éprouve un certain nombre de difficultés à obtenir les dates que l'on veut. C'est pas de sa faute. Elle a réussi à caler dans les dates dont j'avais indiqué qu'elles étaient les plus favorables pour moi. Et donc d'ici là, vous vous documentez sur la représentation de l'Orient et de l'Extrême-Orient dans le roman du 19e. Bon, je pense qu'en lisant entre 60 et 80 romans, non mais ça vous fera un début. Ça vous fera un petit début, histoire de ne pas arriver comme ça en ignorant. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine.